On va parler maintenant de souveraineté et de sécurité. Alors je voudrais accueillir à mes côtés, si vous voulez bien, Thierry Duchesne. Voilà, Thierry Duchesne, directeur du département maritime du FMES, la Fondation Maritime d'Études Stratégiques. Amiral Lambropoulos, si vous êtes bien là, merci beaucoup de me rejoindre aussi. Vous commandez les forces armées aux Antilles. Je vais vous demander de me rejoindre également. Éric Banel, directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. Et puis alors Gilles Adelson, est-ce qu'il a... Oui, voilà. Je vous invite à nous rejoindre également. Et puis, alors Franck Detcheverry était prévu aussi, il était à la table ronde précédente, on aurait encore parlé de Miquelon, mais ça faisait peut-être beaucoup, mais je crois qu'il est surtout appelé par la presse qui décidément s'intéresse beaucoup à Miquelon. Je vous en prie, messieurs, asseyez-vous. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Voilà. Donc les Outre-mer en avant-poste pour garantir la sécurité et la souveraineté. Peut-être pour ouvrir cette table ronde, qu'est-ce qui définit la souveraineté d'un pays? Quels sont les grands enjeux stratégiques et maritimes des Outre-mer? Pour démarrer, nous avons le plaisir donc d'accueillir Thierry Duchesne. Je vous laisse la parole pour quelques minutes. Pour moi, quelques minutes, c'est toujours trop long, donc je vous laisse prendre dans cette invitation le temps qu'il faudra quand même, mais pour nous dépeindre un petit peu ces enjeux de sécurité et de souveraineté. Merci beaucoup. Très bien, bonjour à tous. Merci à l'ANEL d'avoir effectivement proposé cette intervention. Alors cette intervention, en fait, je l'ai rédigée dans un article qui a été publié dans Diplomatie. Donc je l'enverrai à l'ANEL. Donc elle a été publiée en septembre. Et donc dans le cadre effectivement de ce congrès, j'ai rédigé un article sur les enjeux stratégiques et maritimes des Outre-mer français. Voilà, donc c'est beaucoup plus détaillé, mais pour moi c'était un travail effectivement extrêmement intéressant de recherche, et donc c'est dans Diplomatie. Comment en 10-12 minutes effectivement parler des enjeux stratégiques des Outre-mer, c'est un énorme défi auquel je vais néanmoins me concentrer. Est-ce qu'on peut mettre la première carte? Voilà. Là vous avez une première carte qui a été faite par la Fondation Militaire Stratégique, effectivement. Bon, ce qu'il faut dire aujourd'hui, comme le climat, on est dans un bouleversement complet du paysage stratégique. Alors la bonne nouvelle, c'est que les Outre-mer, qui étaient un peu à l'écart du monde, sont passés en première ligne des enjeux stratégiques de notre monde. Je vais essayer de vous le montrer, c'est le point fort. La mauvaise nouvelle, c'est que d'autres puissances entrent en compétition, et ce terme est faible, avec la France, avec des intentions effectivement elles-mêmes de puissance. Ce qu'on peut dire aussi, une idée importante aujourd'hui, c'est que l'isolement des Outre-mer, qui était un inconvénient, avait un avantage, c'est qu'elle protégeait. Aujourd'hui, cet isolement ne protège plus. Ce dont on parle beaucoup aujourd'hui, effectivement, c'est la zone Indo-Pacifique. Alors les Antilles ont leurs caractéristiques, évidemment, Saint-Pierre-et-Miquelon, mais la grande zone de tension moderne aujourd'hui, c'est toute la zone Indo-Pacifique, donc océan Indien et Pacifique. Et 90% effectivement des espaces français outre-mer se trouvent dans cette zone-là, où c'est vraiment déplacé le centre de gravité de notre monde. Donc les outre-mer, vous allez le voir, sont de plus en plus sur une ligne de fracture mondiale, et ce sont des espaces qui sont de plus en plus convoités. Alors c'est le cas bien évidemment des territoires ultramarins du Pacifique, et là vous avez une grande puissance qui s'appelle la Chine, qui ne cache pas son jeu. Alors la Chine, la puissance va évidemment avec la puissance économique, c'est très lié. Et d'ailleurs très souvent on regarde la santé d'un État à sa flotte militaire, qui dans l'histoire a toujours effectivement permis de voir l'Empire britannique, les États-Unis aujourd'hui. La capacité d'agir en mer est importante. Et c'est là où effectivement il y a un mot important. Effectivement, on dit souvent la France, grande puissance maritime, 11 millions de kilomètres carrés. C'est bien d'avoir 11 millions de kilomètres carrés, mais ça peut être une charge. En fait, Singapour est une grande puissance maritime. Vous pouvez avoir très peu d'espace. Ce qui est important, c'est d'avoir des flottes qui agissent, des ports, une activité économique. C'est ça qui va faire votre puissance. Ça peut être aussi une charge. Donc la Chine est pour le coup devenue une puissance maritime. Quelques chiffres intéressants.
Aujourd'hui, 60% de la construction navale est en Chine. 15 des 20 ports maritimes mondiaux sont en Chine. C'est la première flotte marchande du monde avec 200 millions de tonneaux de jauge brute. C'est la deuxième flotte militaire. Donc on voit que la Chine se donnait les moyens de sa compétition. Deuxièmement, la Chine, elle agit très différemment de nous. C'est la technique du jeu de Go. Le jeu de Go, vous placez des pions, vous placez un pion, vous placez un pion, vous en perdez 2, vous en mettez 3, et puis tout d'un coup vous avez perdu parce que vous êtes complètement encerclé. Donc on est dans cette logique d'approche, un peu de la stratégie du BOA, avec des petites actions à bas bruit, qu'on ne voit pas forcément, mais qui petit à petit, effectivement, nous contraignent. Et cette stratégie de la Chine, elle va en direction du Pacifique aujourd'hui. Donc vous avez aujourd'hui une implantation de la Chine aux îles Salomon. La Chine joue beaucoup avec la déstabilisation du Vanuatu et elle est certainement elle regarde avec beaucoup d'attention ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, sans aucun doute là-dessus. Alors on peut mettre la deuxième diapo. En réaction, vous avez l'Inde en océan Indien. Donc là vous avez les routes maritimes, donc c'est une carte annuelle qui vous montre effectivement les routes maritimes mondiales, avec en rouge évidemment une très forte intensité des routes maritimes mondiales. L'Inde en océan Indien est dans une politique effectivement de résistance à la Chine. Et là ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas réalisé effectivement combien les territoires français de l'océan Indien se trouvent désormais sur des routes maritimes complètement stratégiques. C'est monté avec le temps, on ne l'a pas tellement vu venir, mais aujourd'hui, pour votre information, c'est 8 millions de tonnes chaque jour qui passent au Cap, et moins de 2 millions de tonnes qui passent dans le canal de Suez. Ce qui est en train de se passer en mer Rouge a fait effectivement une réduction de moitié de la flotte qui rentre en mer Rouge, est en train de renforcer cette route, et vous voyez qu'effectivement La Réunion et Mayotte, Mayotte dans le canal du Mozambique et La Réunion à l'est de Madagascar, se trouvent désormais sur des routes stratégiques. Et j'ai eu un entretien il y a très peu de temps avec La Réunion, où effectivement on vous dit qu'il passe autant de bateaux à La Réunion qu'au large de Ouessant, d'où des problématiques de sécurité maritime, d'assistance et autres, voilà. Donc évidemment, ces territoires-là représentent un énorme intérêt pour d'autres puissances. Alors, on peut passer à la carte suivante, qui est la troisième et dernière. Cette carte-là est importante. La Réunion aussi, ou Mayotte, sont des zones qui vont permettre de contenir la piraterie. Donc ça, effectivement, on le voit pas forcément, mais vous avez la piraterie qui était en océan Indien, au large de la Somalie, a été pas mal effectivement contrée par une mobilisation des nations, dont la Chine, les États-Unis et autres, avec des fortes implantations à Djibouti. Mais cette piraterie est en train de repartir un petit peu. Donc on a eu 9 cas de piraterie signalés par le MICA Center, qui est un centre français qui suit cette activité-là. Et donc les forces françaises qui sont basées à partir de La Réunion arrivent à contenir cette piraterie qui pourrait effectivement descendre. Donc vous voyez l'intérêt de ces points d'appui que représentent nos outre-mer. Donc voilà. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est l'enjeu du transport maritime. On peut revenir sur la carte précédente, effectivement. L'enjeu du transport maritime, ça c'est un enjeu maritime important. Les espaces maritimes français sont très dépendants de l'approvisionnement, notamment lié à l'Hexagone. Si on regarde l'approvisionnement maritime de la Martinique, c'est 87% effectivement de produits qui sont importés. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est 98%. Alors ça, je l'ai lu dans le rapport du Sénat sur les Outre-mer. 67% pour la Guyane. Pourquoi ces fortes importations? Effectivement, c'est une très forte densité de population, une rareté des terres, une urbanisation dont on a parlé qui effectivement représente aussi un enjeu. Donc c'est un point important. L'autre point important, c'est la dépendance dans le domaine de l'énergie. À l'exception de La Réunion qui produit 10% d'énergie renouvelable, tous les autres espaces sont complètement dépendants d'approvisionnement extérieur en produits gaziers, pétroliers et autres.
Donc, comment faire effectivement pour contrer ces menaces-là? Il y a trois axes qu'il faut effectivement développer. C'est disposer de réserves stratégiques. Alors, on le fait dans le domaine de l'énergie, mais dans le domaine alimentaire, à ma connaissance, il n'y a pas de réserve stratégique. Et on sait qu'en France, vous avez dans les supermarchés une semaine de quoi vivre, vous allez avoir 3 semaines dans les ports, mais passer un mois, je dirais la France peut être à genoux si effectivement elle n'est plus approvisionnée. Et donc vous voyez le lien, l'importance effectivement de maintenir ces routes maritimes, cette très forte dépendance dans notre monde d'aujourd'hui. Le deuxième point à développer, elle a été rappelée par un rapport d'un député, qui est le député Chenvar, c'est effectivement l'importance de la flotte stratégique. Il faut qu'un État puisse maîtriser ses flottes. Et Eric Vanel, effectivement, connaît très bien ce sujet. Le dernier point, effectivement, le maintien de liaisons logistiques passe par une capacité, effectivement, d'en assurer la sécurité. Et ça, c'est le rôle des marines militaires, dont la marine nationale, d'où l'importance, effectivement, de renforcer ce domaine-là, mais aussi se dire que la France toute seule ne pourra pas forcément beaucoup si elle se trouve face à des puissances comme la Chine, d'où l'importance des alliances régionales qui sont extrêmement importantes. Dernier point dans les enjeux maritimes, donc le slide suivant, effectivement, merci, c'est aujourd'hui, effectivement, quels sont les grands enjeux maritimes de nos outre-mer. C'est l'exploitation des ressources halieutiques. Donc là, oui, nous avons des espaces maritimes extrêmement importants, deuxième zone économique, mais ce sont des espaces qui sont poissonneux et dans lesquels il faut aller pêcher. Alors la note qu'on doit souligner, effectivement, qui est très positive, c'est qu'il y a un très beau développement de la flotte hauturière en Polynésie. Donc en Polynésie, on a une flotte de pêche qui s'est accrue de 30% en 5 ans, 80 navires et plus 42% de tonnage de cette flotte. La Réunion est un très beau succès avec la pêche à la légine qu'on va chercher dans les terres australes et antarctiques françaises. 1% de la pêche en quantité, mais 8% de la valeur de la pêche française, c'est tout à fait considérable. Donc là, on a su jouer là-dessus. C'est moins bon pour d'autres territoires où la pêche côtière est vieillissante, donc c'est pour ça que c'était très intéressant ce qu'ont dit les élus, effectivement, notamment des Antilles, sur l'importance de relancer cette pêche côtière qui est très importante. Et puis, il faut aussi bien lutter les espaces. La marine défend beaucoup la pêche en Guyane, qui est très violente, avec les pêcheurs surinamiens et brésiliens. Mais en contrepartie, il faut effectivement qu'on ait des pêcheurs qui viennent, je dirais, dans ces espaces qui sont défendus âprement par les moyens. L'autre point important sur les enjeux maritimes, bon, là, c'est les ressources minérales des fonds marins, de très belles ressources minérales, effectivement, mais la France a beaucoup misé sur cette politique d'exploitation. Mais ces derniers temps, effectivement, on s'est aperçu qu'il y avait des enjeux environnementaux liés à la transition énergétique, la transition du climat, les enjeux climatiques. Donc il y a un doute. Néanmoins, effectivement, cette exploitation, si les qualités sont possibles avec des études environnementales, elles sont importantes pour l'économie de ces territoires et on ne doit pas effectivement l'abandonner sans l'avoir examiné de près. Autre point important, évidemment, ce que sont des bases qui sont extrêmement importantes, et là, les Antilles sont très sensibles, et l'amiral nous en parlera sans doute, la lutte, effectivement, contre le narcotrafic. Aujourd'hui, on est sur un phénomène de tsunami de trafic de drogue. Que se passe-t-il? C'est qu'en fait, on a changé de monde. Aujourd'hui, les technologies ont rendu accessible l'espace maritime, y compris pour les mafias. Un pirate aujourd'hui, il a un GPS, il sait où se trouve au milieu de l'océan Indien, il a un téléphone satellitaire, il peut travailler avec son chef, il a un AIS qui lui permet de désigner les cibles, et il a un moteur Yamaha de très grande qualité qui va lui permettre de revenir à la côte. Donc les technologies ont complètement égalisé l'accès à la mer, et donc les cartels utilisent à fond ces dispositifs-là. Et pour terminer, alors la Réunion est aussi très engagée dans la lutte contre le narcotrafic en océan Indien, avec un très fort trafic qui vient d'Iran, du Baloutchistan, avec de l'héroïne, mais aussi la méthamphétamine qui se déverse sur le continent africain et européen. Le défi de la protection de l'environnement en mer, la France est la première nation mondiale avec 35% de ces espaces maritimes qui sont classés en aire marine protégée. Donc ça en fait de nous le premier pays au monde, devant les États-Unis qui sont à 3,3,
Néanmoins, effectivement, ça veut dire des enjeux de surveillance très importants. Alors, quel est l'avenir? Eh bien, les Outre-mer, d'abord, ce sont des Français qui sont Outre-mer, qui ont, je dirais, besoin de la même protection que dans l'Hexagone. Donc, cette dimension-là, et notamment dans le domaine de la résilience, en termes de câbles, d'alimentation et autres, doit être présent à notre esprit. Mais c'est aussi des bases avancées dans un monde qui devient de plus en plus difficile. Et c'est une présence dans des organisations internationales et au cœur d'enjeux stratégiques mondiaux qui sont extrêmement importants. Voilà ce que je pouvais dire en quelques minutes sur ce vaste sujet. Merci beaucoup. Vaste sujet, mais ça permet d'avoir merci beaucoup. Une vision très globale et très fouillée. Alors par moment, je me suis dit, on est revenu à la première table ronde, là on va déprimer. Mais non, c'est très intéressant d'avoir ce constat et cette vision d'ensemble. Je me tourne vers vous, Amiral. Vous commandez les forces armées aux Antilles. Quel est le rôle des forces armées justement par rapport à tout ce qu'on a entendu là et spécifiquement sur cette zone, les priorités de vos missions? Merci beaucoup, bonjour à tous. Peut-être élargir aux forces armées qui sont présentes sur cette partie du monde. Forces armées en Guyane, c'est 2300 personnes, essentiellement focalisées sur 3 missions. M. Duchesne en a parlé, la protection de la ressource halieutique devant le littoral guyanais. Première mission. Deuxième mission, la protection du centre spatial guyanais et donc l'accès à l'espace pour la France. Et la troisième mission qui est la lutte contre l'orpaillage illégal en forêt guyanaise. Donc 2300 militaires et civils en Guyane. Et aux Antilles, vous avez une force plus ramassée, essentiellement située, basée à Fort-de-France, en Martinique. 1400 personnes. Globalement, 3 missions. La première, sans ordre de préférence, c'est rayonner dans cette partie du continent, et notamment la Caraïbe, l'Amérique centrale, qui est une région dont malheureusement notre pays, je trouve, se désintéresse un peu trop. Et donc j'essaie, avec mes petits bras musclés, d'aller représenter notre pays dans l'ensemble de ces pays-là. Ils sont très ouverts aux influences étrangères, très, très preneurs, très réceptifs. Deuxième, donc on fait ça au niveau militaire, nous en créant des partenariats militaires avec les différentes forces de sécurité et les armées présentes dans la région. C'est d'être là au secours, au service de nos concitoyens dans les îles des Antilles en cas de catastrophe naturelle. Et donc voilà, pour apporter un soutien à l'État, au service de l'État, pour aider à la remédiation, au secours des populations, mais aussi au secours des populations des îles voisinantes. C'est ce qu'on a fait avec les Grenadines et Grenades quand l'ouragan Beryl est passé en juin dernier. Mais aussi apporter un secours à nos populations, à nos ressortissants. Par exemple, à Haïti, on a évacué 250 personnes en mars dernier, lors du plus fort de la crise haïtienne. Et la dernière est peut-être la mission la plus structurante, dont je pourrais peut-être vous parler tout à l'heure, c'est la lutte contre le narcotrafic. Voilà, vous avez parlé de tsunami, je crois. Effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement structurant et dangereux pour notre pays. Alors, peut-être je vous propose de ne pas attendre trop longtemps et qu'on embraye sur ce sujet, parce qu'en effet, on viendra après avec nos autres intervenants sur la question de la pêche notamment, mais ce sujet-là, il est quand même très, très, très prédominant. Il fait la une de tous les journaux, tous les jours, partout, dans tout ce qui se passe en termes de trafic. Au niveau maritime, comment ça se matérialise, comment ça se concrétise? Alors, quelques chiffres. La production de cocaïne estimée, c'est 2300 tonnes en 2021 selon l'ONU. Certainement plus aujourd'hui parce qu'elle est en progression. Essentiellement produite dans 3 pays, Colombie, Pérou, Bolivie. Avec des prix qui sont stables. 1 euro le gramme de cocaïne pure en Colombie, 60 à 75 euros en France, 230, 250 euros au Moyen-Orient. Donc vous voyez le bénéfice qu'on peut tirer de la culture de la feuille de coca. 60% de cette production de cocaïne est évacuée par l'Est, donc côté Caraïbes et Atlantique. Une grosse partie toujours vers l'Amérique du Nord et le reste vers l'Europe et l'Afrique. Avec trois flux principaux. Un premier flux qui est assez massif, qui va de la Colombie et du Venezuela jusqu'à la République dominicaine, et par voie essentiellement de go-fast, bateaux surmotorisés, rapides, etc., qui transportent plusieurs tonnes de cocaïne. Et une fois en République dominicaine, c'est une zone de rebond et de stockage à destination de Porto Rico ou des îles Vierges américaines et britanniques, porte d'entrée vers l'Amérique du Nord.
Deuxième flux, c'est un flux intra-caribéen du continent américain vers les îles de la Caraïbe par plein de routes différentes, par plein de vecteurs différents, des GOFAS, des voiliers, des pêcheurs, des semi-submersibles. Là, l'imagination n'a absolument aucune limite. Ce flux est à destination, notamment pour ce qui nous concerne, des îles françaises et des îles hollandaises, porte d'entrée à l'espace Schengen. Donc les îles françaises sont devenues des zones de stockage et de rebond, des zones de consommation aussi, avec des organisations criminelles, des gangs qui sont implantés sur nos îles, ici dans la Caraïbe. Et le troisième flux, c'est un flux qui part vers l'Europe directement ou vers l'Afrique, et puis vers l'Europe, le Moyen-Orient, depuis le plateau des Guyanes. Et c'est de la drogue qui généralement a transité depuis les zones de production vers le Suriname, le Guyana, la Guyane française, pour être acheminé ensuite par des voiliers, des bateaux de pêche qui vont traverser l'Atlantique. Voilà les principaux flux. Je voulais juste dire que je salue, ici on vit dans une zone qui est irriguée par la drogue. Et je salue la prise de conscience qui est faite actuellement dans l'Hexagone. On entend parler beaucoup de narcotrafic parce que dans nos villes, en France hexagonale, on constate qu'il y a ce flux-là. Donc il y a à la fois un tsunami, mais il y a un tsunami qui est ancien. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose d'ancien. Et si on regarde l'histoire, et singulièrement celle qui a concerné l'Amérique du Nord, la cocaïne est présente depuis très longtemps. La drogue, elle fragilise la société, elle fragilise la volonté de la nation. Elle entraîne d'autres trafics, des armes, elle entraîne de la corruption des agents logistiques, mais pas que, la corruption des douaniers, des policiers, la corruption des élus, en premier lieu qui seront certainement ciblés, c'est certain. Et donc elle fragilise, vous voyez, la nation, elle crée un terreau propice à la déstabilisation de l'État. Et il me semble, là vous savez que la Martinique a connu une crise qui n'est pas finie peut-être, ces dernières semaines, ces derniers mois, avec une déstabilisation importante quand même de l'État en Martinique. On peut aussi l'analyser à l'aune de ça, des narcotrafics, de l'implantation d'organisations criminelles, d'une collusion entre les idéologies, les narco-enclaves, le besoin de trafiquants d'être tranquilles pour faire leur trafic et donc de générer voyez, une déstabilisation et d'occuper les forces de l'ordre. Et aussi une collusion avec une idéologie. Voilà. Et là, on crée un terreau très favorable à la déstabilisation par d'autres États. Et on a vu comment Bakou, comment l'Azerbaïdjan, comment la Russie avaient utilisé. Ouais. Donc, c'est extrêmement dangereux pour notre société. Le ministre de l'Intérieur a dit que c'était une menace existentielle. Je pense pour ma part, je suis d'accord, bien sûr, mais je pense que c'est aussi un enjeu de défense nationale dont nous devons absolument nous saisir. Parce qu'une fois que la corruption est installée, et Dieu sait que sur ces îles de la Caraïbe, on voit des États qui sont fortement déstabilisés, sans aller jusqu'à Haïti. C'est extrêmement dur après de retirer, de retrouver la souveraineté, la sécurité de l'État et la pleine exercice de l'État. Voilà. Donc sachez que la marine et les armées, on est très mobilisés. Moi j'agis sous les ordres du préfet de la Martinique. Il n'y a pas de préfet maritime ou outre-mer, c'est un délégué du gouvernement, en l'occurrence c'est le préfet de la Martinique. Moi je suis son bras armé pour coordonner l'action de l'État en mer. Comme vous le savez, c'est plusieurs missions, dont la lutte contre le narcotrafic. Juste une minute encore, il y a globalement 2 rideaux pour lutter contre ça. Il y a un premier rideau au large qui concerne la marine nationale. Et on fait tout pour rendre ce rideau le plus efficace possible, parce qu'évidemment c'est plus simple de saisir des grosses quantités ici que de saisir des petites quantités une fois qu'elles ont touché le territoire. Cette année, on a saisi 28 tonnes de cocaïne en mer, au large ici aux Antilles. La marine, si on compte aussi les produits saisis en Atlantique, c'est 40 tonnes. Le DGPN mentionnait 45 tonnes de cocaïne, vous voyez, saisies. Pour l'ensemble des services qui concourent, la marine en fait 90%. Donc il faut investir dans ce moyen d'action parce qu'il est efficace. C'est le premier rideau au large. Le deuxième rideau, il est beaucoup plus compliqué, parce que c'est un rideau plus de protection périmétrique des îles de la Guadeloupe, de la Martinique, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy. Et la proximité des îles, les unes de la Dominique, de Sainte-Lucie, des îles voisines, la rapidité des vecteurs qui sont utilisés, la complexité du littoral qui est très découpé, qui est peu accessible par la route, etc., rendent le combat contre les narcotrafiquants très difficile. Et ce couplé au fait que, peut-être contrairement à vos littoraux, les littoraux des Antilles, il n'y a pas de radar, pas de sémaphore.
Il n'y a personne qui regarde la mer ici. On est entouré d'eau, mais personne ne la regarde. Ça va changer, je l'espère. Voilà, donc on est très mobilisé dans cette stratégie dite du bouclier, une défense en profondeur, et j'aime bien le titre de votre table ronde qui est... c'était quoi déjà? Voilà, les Outre-mer en poste avancé. Vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des points d'appui. Sans ça, on serait incapable d'avoir des bateaux ici pour agir au large et protéger l'ensemble du territoire français, hexagonal et des Outre-mer. Voilà ce que je voulais dire très rapidement sur la topographie. On pourrait en faire une conférence. Non, mais c'est très intéressant, merci beaucoup. Alors gardez le micro un instant. Gardez le micro un tout petit instant, parce que je voulais rebondir sur un sujet. Vous avez en partie répondu, sans que je vous pose la question, mais je la pose quand même. Est-ce que vous pensez que vous avez un fort taux, un gros pourcentage, on va dire, de captation par rapport à tout ce qui se fait comme stop des saisies de drogue? La marine en présente beaucoup pour le premier filet, on va dire. Maintenant, est-ce que vous estimez que vous pourriez faire davantage? Est-ce que vous avez besoin de plus de moyens? On va parler... non, mais j'imagine... Moi, je suis persuadé qu'on pourrait faire beaucoup plus. Je veux dire, la moyenne des saisies sur les 10 dernières années, c'est 5 à 6 tonnes de cocaïne par an. Cette année, on arrive à 28 tonnes ici, dans cette région. Alors, on peut l'expliquer. Certains disent qu'il y a plus de cocaïne. C'est vrai, il y a plus de cocaïne qui trafique, mais il n'y a pas que ça. Vous voyez, pour aller saisir, par exemple, en décembre dernier, on est allé à 1200 nautiques, ça fait à peu près 2000 km de Fort-de-France, 5 jours de mer avec une frégate, essayer de chercher un voilier dont on nous avait signalé la position. Avant d'envoyer une frégate à 5 jours de mer de la Martinique en pleine mer, trouver un voilier comme ça au milieu de l'eau, vous vous dites, bon, est-ce que ça vaut le coup? Vous voyez, j'aurais pu ne pas y aller. Au final, on y est allé, on a trouvé 1,2 tonnes, et ça a permis, 6 mois plus tard, à l'Espagne de démanteler un réseau un des plus gros réseaux européens de narcotrafic, avec 50 arrestations simultanées dans l'ensemble de l'Europe. Voilà, donc on développe une agressivité qui permet, on est agressif, on va aller chercher. Bon, parfois, souvent d'ailleurs, on ne les trouve pas. Et on ne les trouve pas parce qu'il nous manque des avions. Vous ne pouvez pas lutter en mer contre quelque chose si vous n'avez pas un moyen de voir ce qui se passe sur la mer, un moyen large. Un bateau ne voit pas loin, à vrai dire. Surtout quand il cherche un tout petit bateau. Donc moi, j'ai besoin de moyens aériens. Donc, je le dis, la MILDECA, qui est une mission interministérielle de lutte contre la drogue et les conduites addictives, nous finance un drone à moyen rayon d'action qu'on va mettre en œuvre en Martinique pour essayer de surveiller le canal entre Sainte-Lucie et la Martinique, où il y a beaucoup de trafic. Le président Letchimy m'a promis, je le cite parce qu'il l'a dit publiquement, qu'il financerait un drone aussi pour compléter ce dispositif. Et j'aimerais qu'en Guadeloupe, et c'est notre volonté d'acheter un autre drone avec la MILDECA pour protéger le sud de la Guadeloupe des trafics qui viennent de la Dominique. Et pourquoi pas discuter avec le président pour compléter ce dispositif. Il y a un deuxième drone à l'image que ce qui est fait Martinique. Donc on a besoin de moyens aériens. Et voilà, j'ai plein de solutions. Je ne vais pas les livrer ici, ça serait fastidieux. Mais oui, on pourrait faire beaucoup plus. Beaucoup plus. On fait déjà un tiers des saisies que font l'ensemble des acteurs de la Caraïbe ici. Ce qui est déjà énorme. Merci beaucoup, Amiral. Éric Banet, je me tourne vers vous maintenant. On a évoqué aussi tout à l'heure avec Thierry Duchesne la question de la pêche et la question notamment de cette concurrence avec d'autres pays qui s'activent autour des côtes françaises et ultramarines. Comment vous voyez vous les choses? Où est le danger et où sont les dangers peut-être? Et comment est-ce qu'on peut nous faire face à ça pour conserver cette souveraineté dont on a parlé? Merci, bonjour à tous. Alors, je ne vais pas forcément être très optimiste non plus. Mais pour autant, quand on fait un constat, c'est pour justement essayer d'apporter les bonnes solutions. Et c'est le message que je vous ferai passer aujourd'hui. Ce qu'il faut voir avec la pêche, alors Thierry a très bien introduit l'ensemble des sujets tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'un focus aujourd'hui sur la pêche est aussi important? Exactement. Parce que la pêche, c'est pas simplement un enjeu de souveraineté économique, on y reviendra, c'est d'abord un enjeu de souveraineté stratégique et particulièrement dans nos outre-mer. Tout à l'heure, Thierry disait, au fond, c'est très bien, on se gargarise tous, et je pense qu'auprès des élus du littoral, c'est un discours qu'on entend souvent, donc d'avoir 11 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive.
Mais si vous avez une propriété, quelle qu'elle soit, et quels que soient vos droits, et que vous ne l'utilisez pas, cela ne sert à rien, et surtout, derrière, vous avez plein de gens qui veulent au contraire l'utiliser. Donc moi, le monde dans lequel je vis aujourd'hui, sur la pêche, c'est d'abord un monde de rapport de force. Et ça, depuis quelques années, c'est une situation qui n'a cessé de devenir de plus en plus compliquée et de plus en plus évident. Et ça vaut sur tous nos théâtres d'opération. Alors, la pêche est gérée dans ce qu'on appelle des organisations régionales de gestion des pêches, des ORGP. Il y en a 16 dans lesquelles la France est représentée grâce à ses outre-mer, puisque par définition, comme le ministre le disait tout à l'heure, le soleil ne se couche jamais sur nos espaces maritimes. Ça signifie que j'ai des équipes qui vont négocier avec Camélar à Hobart, dans le Pacifique Sud, dans l'océan Indien, avec le Canada, autour de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans l'Atlantique et dans l'océan Indien. Ces équipes, aujourd'hui, sont confrontées toutes à la même réalité. Nous nous battons contre des adversaires qui ne reculent sur aucun moyen, qui ne reculent devant aucun moyen pour justement battre en brèche les droits ou les autorisations de pêche ou les normes et les réglementations qui sont mises en place en France et en Europe. Et dernièrement, on avait plusieurs négociations qui étaient très stratégiques pour nos outre-mer. Et ça vaut effectivement pour l'océan Indien et le Pacifique. Alors je vais citer un exemple très simple. Effectivement, dans l'océan Indien et le Pacifique, vous retrouvez la Chine, première ligne, qui est en tête de pont de tous les pays dits émergents. Alors quand vous pensez que la Chine est considérée comme un pays émergent, ça vous fait doucement sourire. Mais en réalité, c'est elle qui mène la danse. Donc tout ce qui est schéma de lutte contre la pêche illicite est bloqué aujourd'hui, que ce soit par la Camélar, c'est-à-dire dans la zone proche de l'Antarctique et notamment dans les terres australes, que ce soit dans l'océan Indien ou que ce soit dans le Pacifique. Mais au-delà de ça, ils veulent nous dénier aujourd'hui un droit qui est un droit dans ces organisations régionales qui nous donne des privilèges en termes de vote, de compétences, de réglementation et aussi de commercialisation, qui est le statut d'État côtier. Et pour les Outre-mer, c'est absolument fondamental. C'est-à-dire que nous, en tant que France et du coup en tant qu'Europe, nous sommes État côtier dans le Pacifique, dans l'océan Indien et dans l'Atlantique. Or, aujourd'hui, dans l'océan Indien, et notamment dans la commission tonnière de l'océan Indien, ce droit nous est dénié par une coalition qui est menée par la Chine, l'Inde, avec le soutien des puissances un peu montantes comme l'Afrique du Sud. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous allons accueillir en avril la commission tonnière de l'océan Indien à La Réunion, parce que moi, ce que j'ai dit à la Commission européenne il y a maintenant quelques mois, nous sommes État côtier et donc nous allons tous les faire venir à La Réunion, qui est notre État côtier, qui est notre territoire, justement dans l'océan Indien. Et nous ferons la même chose à Mayotte. Je vais citer un autre exemple. Dans l'Atlantique Nord, là, vous me direz, il y a un peu moins la Chine, certes. Mais quand on a dû négocier sur Saint-Pierre-et-Miquelon le fléton blanc il y a 3 mois, on a fait la guerre avec le Canada, mais vraiment la guerre. Et on était d'accord sur rien, les élus le savent très bien, on est remonté jusqu'au président de la République. Et c'est Justin Trudeau qui a parlé au président de la République de la question du fléton blanc, quand même, c'est la question du fléton blanc, lors d'un entretien à très haut niveau au Canada. Et pour vous montrer que ce sujet de la pêche, c'est pas du tout un sujet anodin. C'est un sujet stratégique et considéré comme tel par toutes les grandes puissances du monde. Et je finirai sur cet exemple-là, du rapport de force au niveau mondial, par une chose qui m'a beaucoup choqué la semaine dernière. Dans une autre ORGP qui est celle sur l'Atlantique du Nord-Est, les États européens ont demandé la reconnaissance de ce fameux statut d'État côtier qui, normalement, leur a donné de droits tous les ans. Elle leur a été refusée par une coalition menée par la Norvège et la Russie. Norvège et la Russie ont voté ensemble contre l'Union européenne. Et ça vous montre à quel point aujourd'hui, ce rapport de force, il est non seulement extrêmement agressif, c'est le mot qui a été employé tout à l'heure, extrêmement violent, mais toujours dominé par des intérêts bien compris de la part de ceux qui sont en face de nous. Moi, j'ai un problème avec les Norvégiens, je vous le dirai tout de suite, depuis le Brexit, c'est que les Norvégiens, qui ont des intérêts en matière de pêche très forts, depuis le Brexit, sont devenus presque pires que les Anglais dans la négociation bilatérale. Donc on est bien dans des sujets qui touchent véritablement à notre capacité à exercer le contrôle de nos eaux et aussi derrière à nous réapproprier les ressources qui sont liées à cet espace maritime. Donc ça, c'est le tableau international. Si je reviens sur la souveraineté économique, et là effectivement on s'écarte un petit peu de ce qu'on a dit tout à l'heure. La souveraineté économique, ça suppose d'abord d'avoir une filière légale.
Et ça, dans nos outre-mer, c'est un combat absolument permanent. Une filière légale, c'est d'abord créer les conditions économiques d'une flotte qui soit sûre, qui soit moderne et qui soit capable de pêcher avec des engins adaptés. Ça, on se bat, vous le savez, donc on en a déjà parlé l'an dernier, avec des réglementations, notamment européennes, qui partent du principe que, y compris dans nos outre-mer, la pêche est en surcapacité. Depuis 6 mois, et ça a été une grande avancée, c'est pour le coup de l'année 2024, donc on a obtenu de la Commission européenne, et ça a été un combat qui a été mené d'ailleurs par le président de la République avec la présidente de la Commission, la possibilité de renouveler outre-mer, seulement outre-mer, dans nos territoires, les flottes sur des segments qui sont considérés comme étant à l'équilibre. Ça signifie que pour la première fois depuis 10 ans, on peut financer, avec les collectivités, du renouvellement de la flotte. Et ça vaut pour l'ensemble des Outre-mer, avec des dispositifs qui ont été adaptés pour chacun d'entre eux, et encore plus pour la Guyane, puisque là, pour la Guyane, on a obtenu en plus un dispositif supplémentaire, puisque, comme vous le savez, en Guyane comme en Mayotte, on a un gros problème de sécurité des navires. C'est-à-dire que c'est pas simplement une question d'avoir des flottes qui puissent aller en mer, c'est que là, actuellement, on a des bateaux qui ressemblent absolument à rien, et sur lesquels aucun d'entre vous dans cette salle ne voudrait aller, même sous la torture ou avec un revolver sur la tempe. Et donc, on a besoin aujourd'hui de travailler là-dessus, et on a enfin la possibilité de le faire. Et ça, c'est un message que je passe à tous les élus et que j'ai passé notamment au président de la collectivité ici. Il faut maintenant que les élus s'en emparent, que les dispositifs soient ouverts. L'État est au rendez-vous, il sera à vos côtés, mais maintenant, il faut qu'on modernise notre flotte. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que cette guerre-là, elle se joue aussi au niveau mondial, sur le plan commercial. J'étais en Guyane au mois de septembre, avec un certain nombre d'élus. Et ce qui m'a frappé quand on a commencé à parler coopération régionale, c'est qu'on a en face de nous des États comme le Suriname ou le Guyana, ou même le Brésil ou le Venezuela, qui viennent dans nos eaux parce que justement il n'y a pas de filière légale aujourd'hui en Guyane, ou à la limiter, il n'y a quasiment rien, qui occupent notre terrain et qui ensuite nous débarquent et le produit se retrouve sur le marché européen. Donc ça, vous comprenez bien que c'est absolument impossible. Et là, on a vraiment besoin que l'Europe montre ses muscles, que l'Europe soit en capacité d'utiliser les armes commerciales dont elle dispose, et qui sont d'ailleurs tout à fait possibles auprès de l'OMC. C'est un combat qu'on mène actuellement à l'OMC, de façon à ce que on puisse procéder. Alors il y a une procédure que vous connaissez peut-être certains d'entre vous, qui s'appelle la procédure du carton jaune et après du carton rouge, qui nous permet de bloquer les importations issues de la pêche illicite sur le marché européen. Eh bien, le navire du Guyana qui vient pêcher de façon illicite dans nos eaux, il n'a pas le droit ensuite de venir avec son produit sur le marché européen. Et ça, c'est frapper là où ça fait mal, c'est frapper au portefeuille, et c'est une arme certainement encore plus efficace que toutes les autres qu'on peut déployer par ailleurs en matière de lutte et de contrôle. Enfin, sur évidemment la lutte contre la pêche illicite, on a les moyens que l'on déploie aujourd'hui. Et je voudrais quand même dire que l'ensemble des moyens d'action de l'État en mer, toute administration confondue, déploie un effort considérable aujourd'hui pour que ces eaux maintiennent un niveau à la fois de contrôle, mais aussi surtout d'exploitation par nos propres pêcheurs, par nos propres exploitations, par nos propres entreprises, qui est sans commune mesure avec ce qu'on faisait il y a 10 ou 15 ans. On a à la fois fortement augmenté les moyens à la mer, mais on a aussi fortement augmenté notre capacité d'intervention, mais également à terre notre capacité de destruction. Par exemple, j'ai visité, lorsque j'étais en ville au mois de septembre, des nouveaux sites de destruction, il fallait à la fois accélérer les procédures, faire en sorte que ça fonctionne mieux et surtout trouver des endroits pour que les fameux bateaux de pêche illicite soient détruits en temps réel. Et donc ça, c'est quand même aussi la preuve que quand on s'en donne les moyens à la fois juridiques et matériels, en lien avec les élus, on arrive aussi à avoir des réponses adaptées. Donc aujourd'hui, on met ces moyens. Les opérations sont très violentes. J'en ai fait une sur le fleuve Maroni. Alors quand vous êtes à Saint-Laurent du Maroni, vous avez l'impression d'être un peu loin de tout. Mais les gars qui sont là-bas, y compris ceux qui font de la police des pêches, dans mes équipes, c'est pas une opération de police des pêches, vous montez sur un bateau, on demande des papiers. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc c'est très violent. Et donc ça demande un effort qui est effectivement considérable. Et je pense que la France là-dessus est au rendez-vous. Et quand on me dit, certes, alors, si vous me posez la question après, si vous voulez plus de moyens, je vous dirais, en effet, bien sûr, on veut tous plus de moyens. Mais en tout cas, on a mis plus de moyens et surtout, on essaye de bout en bout de sanctionner l'ensemble de la chaîne.
parce que c'est sanctionner le pêcheur, donc, le rapatrier, c'est aussi donc, sanctionner donc, toute la filière illégale de commercialisation, donc, de reprise ensuite dans les autres pays, donc, coopérants ou non coopérants. Et donc c'est cet ensemble de la chaîne de valeur qu'on essaye aussi de démanteler, avec des succès qui sont parfois donc, réels, et aussi donc, parfois quelques échecs bien sûr. Mais en tout cas, le message que je vous adresse, c'est qu'aujourd'hui, on a conscience que la stratégie que l'on est en train de déployer, elle n'a de chance de réussir que si elle est globale, c'est-à-dire, donc, je le répète, donc, une filière légale, ensuite donc, une action au niveau international qui sanctionne donc, les États voisins, et notamment ceux qui pratiquent la pêche illicite, et une lutte évidemment acharnée sur le terrain. Et dernière chose, donc, parce que ça a été dit tout à l'heure dans le discours du ministre, il y a un très beau sujet qu'on est en train de faire monter sur nos outre-mer, c'est celui justement à travers la filière légale de la formation. Et j'ai eu la chance en septembre d'inaugurer le nouveau centre de formation maritime à Matiti. On en a parlé avec la collectivité régionale hier, donc on a un projet lycée de la mer à La Réunion. On est en train de faire monter en compétence aussi des marins qui seront des marins des territoires ultramarins. Parce que notre problème, c'est que si vous allez visiter un bateau de pêche donc, en Guyane, vous allez rencontrer donc, justement des Guyaniens et des Surinamais qui sont des marins sur nos bateaux français. Bon, donc c'est quand même un peu dommage, mais surtout que ce sont les mêmes qui en face donc, sont aussi donc, une école de la pêche illicite. Donc aujourd'hui, on est en train de faire monter aussi des compétences, on est en train de faire monter des métiers qui permettront demain d'abord de faire monter cette filière, mais surtout aussi peut-être de faire en sorte que nos territoires ultramarins se réapproprient leur histoire maritime et leur vie maritime. Merci beaucoup, Eric Banel. Peut-être je me dirige vers vous, Gilles Adelson. Comment vous vivez ça au niveau local, au niveau de, en tant qu'élu, en tant que maire, pour justement ces dangers, ou cette lutte qu'il faut mener sur cette pêche illicite, et puis le soutien que vous avez, je sais que vous collaborez étroitement avec le ministère. Comment vous le vivez-vous en tant qu'élu de terrain? Merci, bonjour à tous et à toutes. Déjà, pour planter un peu le décor, il ne s'agit pas non plus de casser le moral. La Guyane, c'est quand même 350 km de façade maritime. C'est aussi près de 730 km de frontières terrestres. Ce qu'on appelle frontières terrestres, ce sont, excusez-moi, c'est les deux fleuves qui jouxtent nos voisins brésiliens et surinamiens, c'est-à-dire le Maroni et l'Oyapock. J'ai entendu effectivement tout à l'heure le général donner un chiffre qui, je suis sûr, va poser questionnement sur tout un chacun. C'est 2300 fonctionnaires qui sont présents sur le territoire, enfin militaires, pas fonctionnaires, désolé. Militaires qui sont présents sur le territoire, un territoire qui fait 90 000 km, un territoire qui est grand comme le Portugal. Donc vous voyez un peu le rapport par rapport donc à la présence donc de la France au niveau de l'armée de la protection sur le territoire guyanais. Il est clair effectivement que le travail effectué, il faut le saluer, puisque nous avons eu des résultats et effectivement la présence est effective et ça apporte donc des résultats qui sont probants et qui sont d'ailleurs relayés par les médias. Mais ce sont les moyens. En Guyane, pour protéger ces 300 km donc de côte, ce sont deux patrouilleurs. Deux patrouilleurs, deux vedettes de la gendarmerie nationale. C'est un navire tire-filet. Voilà. Donc, et la Guyane est considérée comme la porte d'entrée de l'Europe en Amérique du Sud. Avec ça, vous devez, tous ces militaires donc, doivent aussi apporter leur contribution vis-à-vis donc du CSG de Kourou, puisqu'à chaque tir, toutes les forces sont mobilisées sur cette... C'est le Centre Spatial Guyanais. Oui, désolé pour l'acronyme. Non, mais pour ceux qui le CNES, oui, le CNES, le CSG, Centre Spatial Guyanais, qui se trouve à Kourou. Donc toutes les forces sont mobilisées là-dessus, c'est-à-dire que la nature est hors du vide. Et ben, sachant que véritablement, comme c'est médiatisé qu'il y a un tir, ça veut dire que tout le monde est focalisé sur Kourou. Et ben, notre façade maritime, elle est libre. Après, vous avez parlé aussi donc, de la surveillance. C'est une façon de parler quand je dis elle est libre. Toute proportion
la surveillance, il avait été évoqué effectivement, et vous l'avez dit, la mise en place d'un radar maritime. Je ne sais pas si véritablement ce radar maritime a été mis en place, il a été financé. Je ne sais pas, je n'ai pas eu donc de retour particulier là-dessus, mais ça permettrait aussi d'apporter un plus vis-à-vis donc de la surveillance. Après, et je vous remercie effectivement donc d'avoir introduit tous ces propos concernant donc la pêche illégale et toutes ces problématiques, puisque au-delà donc de tout ce qui est mis du moins au niveau législatif, en tant qu'élu, c'est le quotidien. Le quotidien et comment nous on le vit. Effectivement, les hauts commissaires peuvent parler en Europe, on peut trouver des solutions, on va sortir des textes, mais c'est jour après jour que notre ressource halieutique elle est pillée. Ce sont des bateaux-usines qui arrivent sur nos côtes et qui repartent en toute impunité. Ce sont donc des pêcheurs surinamiens ou brésiliens qui remontent le long de Saint-Laurent-du-Maroni au parc Saint-Georges avec des kilomètres de filets, avec des mailles qui ne sont même pas aux normes européennes, puisque bon, ce n'est pas tellement leur problème, et qui pillent notre ressource. Et effectivement, comme vous le dites, toutes ces ressources se retrouvent sur Rungis ou autre. Donc voilà, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons effectivement un certain nombre de solutions, j'entends, et je remercie effectivement donc encore une fois cette présence. Il y a ce lycée maritime, enfin cette filière maritime qui a été mise en place, maintenant ça fait 2 ans, mais pour véritablement apporter une solution vis-à-vis donc de cette pêche légale que nous tous nous prenons et que nous tous vous voulons, il faut que les moyens ne soient plus simplement des lignes sur des dossiers, mais que véritablement on puisse mettre en place de façon très pratique la rénovation donc de ces bateaux sur lesquels, comme vous dites, que même moi ou n'importe qui ne mettra pas les pieds. Nous avons donc des expériences quand même sur toute l'Europe en termes donc de navires. Pourquoi aller chercher le fil à couper le beurre ou inventer des choses alors qu'il existe des solutions? Ces solutions, vous pouvez donc les adapter directement donc sur la Guyane. Et puis après, on peut parler donc de coopération, puisque ça faisait partie donc du sujet, du développement du sujet. Nous avons deux voisins, superbe continent, superbe voisin qui s'appelle le Brésil et un autre, le Suriname, qui ont des méthodes. Pourquoi la coopération vis-à-vis donc de ces nos deux voisins doit passer par à 8000 km et qu'elle ne peut pas se faire directement en Guyane pour trouver et apporter des solutions concrètes. Voilà. La coopération locale. Voilà, c'est la coopération locale. Exactement, exactement. Est-ce que la voix de la France est entendue sur ces questions-là? Alors, je ne sais pas si je m'adresse à vous, Amiral, ou à Eric Vanel, mais est-ce qu'on peut imaginer que c'est presque cette décision de bon sens, parfois, de proximité, d'efficacité, ça puisse être entendu comme un acte ou une demande de respect de notre souveraineté? Alors, la question il ne faut pas se tromper. En face de nous, alors, en l'occurrence, je les ai rencontrés en septembre, donc, et pour le coup avec les élus, on a des gens qui ne veulent pas coopérer. Il ne faut pas penser que donc on va ouvrir les bras, on va les embrasser, qu'ils vont venir à nous et que tout va bien se passer. Aujourd'hui, donc, vous avez donc, certes donc, une question de compétence, puisqu'on est sur la pêche, en tout cas, donc, sur une compétence européenne. En fait, c'est l'Europe qui négocie. Mais surtout, donc, vous êtes sur donc, un front avec des États qui aujourd'hui ne sont pas coopérants. Donc là, il ne faut pas être naïf non plus. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple très simple. Le Suriname, on a engagé, donc on a fini par obtenir l'Union européenne, engager la fameuse procédure de carton jaune. Tout d'un coup, le Suriname est venu vers nous en disant « Ah mais on est prêt à coopérer ». Ils nous ont envoyé une lettre, on a répondu de façon ouverte en disant « Très bien, donc dites-nous sur quoi vous pouvez coopérer ». Le lendemain, donc, la lettre était à Bruxelles en disant « Voyez, vous pouvez lever la procédure de carton jaune, donc c'est bon, donc on va donc coopérer, mais tout le reste, évidemment, donc vous ne nous embêtez pas donc, sur nos circuits de commercialisation ». Donc je pense qu'on a besoin aujourd'hui de montrer dans un rapport de force qui est réel, donc qu'on est prêt nous aussi à aller jusqu'au bout dans ce rapport de force.
Et donc il ne faut pas qu'on se découvre trop vite. Donc on est dans une négociation qui est difficile sur tous les fronts. Et donc on doit parfois, comme je le disais, montrer un peu les muscles. Donc ça signifie qu'on le fait en étroite liaison avec le territoire. Et ça vaut d'ailleurs dans tous les Outre-mer, dans toute leur diversité, parce que quand vous êtes dans le Pacifique, la pêche, elle est de compétence de toute façon des pays en question. Que ce soit Nouvelle-Calédonie ou Polynésie, les deux pays sont compétents en matière de pêche. Mais par contre, il faut aller au-delà de ça. Il faut se dire quels sont les outils aujourd'hui que l'on peut déployer pour justement faire pression sur ces États et arrêter un fléau qui, comme la drogue, aujourd'hui empoisonne nos territoires outre-mer. Thierry Duchesne, une précision rapidement, et puis Ce que je veux dire, effectivement, ce qu'a dit Eric Banel est extrêmement important, effectivement, c'est qu'un État défend sa souveraineté, d'abord par les affaires de police des pêches. Alors, on a des exemples, effectivement, il y a deux endroits où c'est compliqué, c'est la Guyane, on a effectivement bien compris, puis le canal du Mozambique, où c'est peut-être un peu compliqué, mais tous les autres espaces sont quand même très bien surveillés aujourd'hui. Les Chinois ne rentrent pas, les flottilles de pêche illégale ne rentrent pas dans les zones économiques de Polynésie ou de Nouvelle-Calédonie. Néanmoins, la pêche peut être un système d'armes. Et ce à quoi je pensais, c'est que la Chine a 3 flottes, une flotte militaire, une flotte garde-côte, mais une flotte de pêche étatique. C'est qu'aujourd'hui, la grande difficulté en mer de Chine, c'est que les Philippins, les Vietnamiens voient déferler des flottilles de pêche semi-étatiques qui arrivent, je dirais, de manière qui saturent complètement les dispositifs et qui remettent en cause les droits historiques. Et effectivement, ça peut nous arriver un jour, effectivement, dans certaines zones, de se retrouver effectivement avec des flottilles de pêche complètement instrumentalisées. Et la Chine est déjà effectivement dans cette dynamique-là. Donc l'important, effectivement, c'est d'anticiper et saluer effectivement les efforts qui sont faits par l'État actuellement. Mais la nature a horreur du vide, il faut aussi que, par ailleurs, il y ait des flottes de pêche françaises dans nos espaces. Et ça, c'est un travail important qui occupe le terrain. Et on occupe le terrain aussi par la protection de l'environnement. Et beaucoup de ces espaces sont aussi des aires protégées qui permettent effectivement de rappeler les droits souverains de l'État sur ces espaces. Merci beaucoup, merci pour toutes ces précisions. Alors, on va se donner un petit temps d'échange. Peut-être, Amiral, vous vouliez préciser quelque chose très rapidement, on va prendre quelques questions. Effectivement, il y a 350 km de littoral, il y a 2 patrouilleurs de la Marine nationale, un patrouilleur du service de garde-côte des douanes et des petits bateaux, des affaires maritimes et de la gendarmerie nationale. C'est beaucoup plus que le long du littoral hexagonal. Vous voyez, avec ça, et aux Antilles, on envoie régulièrement un patrouilleur des Antilles renforcer les bateaux qui sont là-bas. Donc on ne peut pas dire que l'État, on pourrait faire peut-être beaucoup plus, c'est certain, mais on ne peut pas dire qu'il y a un désengagement, et au contraire. Et d'ailleurs, les militaires, en tout cas ceux qui œuvrent dans l'action d'État en mer là-bas, cherchent des espèces de solutions avec des drones pour essayer de surveiller plus régulièrement l'espace maritime qui est devant la Guyane. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais prendre un petit instant pour vous proposer s'il y a des questions dans la salle. Est-ce que vous avez sur ces sujets des choses à faire préciser? C'est la première qui est toujours la plus difficile, je vous en prie. Oui, non, mais on a beaucoup parlé en gros, l'arc antillais et des enjeux. Moi, je voulais revenir un petit peu sur ce qui se passe au nord de Madagascar, et donc sur la partie Réunion, et puis, mais évidemment, sur les actes de piraterie. Est-ce que l'exercice de la force pour protéger les intérêts français est effectif dans cette zone-là, puisqu'on sait qu'il y a... on a eu un film qui est repassé il n'y a pas très longtemps sur des actes de piraterie à bord. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous sentez vraiment une menace sur, en gros, cette agressivité chinoise, notamment en mer de Chine forcément, mais au-delà de la mer de Chine, et notamment, je ne sais pas s'ils viennent jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon sur les bancs de Terre-Neuve, mais a priori, dans l'océan Indien, ils sont extrêmement présents. Donc, c'était plutôt dire
on a bien pigé sur l'arc antillais, sur l'océan Indien, comment ça se passe, et même au large de Terre-Neuve. Je vais laisser la réponse sur la piraterie. Peut-être juste pour dire que, revenir à l'arc antillais, j'en suis confus, il y a un tiers de la croisière mondiale ici, dans la Caraïbe et l'Amérique centrale. Un tiers de la croisière mondiale, avec un recours au gigantisme. Donc on n'a pas un problème encore, mais on pourrait être confronté à un problème de terrorisme maritime fort. Parce que ce sont des gens qui naviguent devant des populations qui se paupérisent. Voilà. C'est aussi le cas des gens qui font des croisières et c'est un gros centre de croisières à base de catamarans, de voiliers, etc., tout le long de l'arc antillais, avec du brigandage. Première zone mondiale de brigandage ici. Voilà. Il y a des questions quand même liées à la piraterie et au brigandage qui sont importantes. Sur la Chine, il est indéniable qu'on ne voyait pas de Chinois il y a 30 ans ailleurs qu'en mer de Chine. Aujourd'hui, on en voit pas partout, parce que par exemple ici, ils ne viennent quasiment pas, mais on en voit beaucoup plus. Des navires de guerre. Djibouti, c'est devenu une base militaire chinoise, très importante. Il y a 30 ans, quand je suis allé à Djibouti pour la première fois de ma vie, il n'y avait pas un Chinois, pas un bateau de guerre, pas un Chinois à Djibouti. Aujourd'hui, il y a une base qui accueille 10 000 Chinois. Parce qu'ils ont construit des ports, des bases, etc. Donc l'océan Indien, bien évidemment qu'il y a des sous-marins chinois. Voilà. Et le long de l'Afrique, vous avez des bateaux chinois. La marine chinoise fait des circumnavigations, des navigations très très loin de ces bases. C'est devenu une marine océanique. Donc oui, elle est très présente. Tout à l'heure, le commissaire général précisait la flottille de pêche. C'est effectivement un des modes d'action classiques, avec l'endettement, les flottilles de pêche. Au sud de tout le large de l'Argentine, le large du Pérou, vous avez des centaines de bateaux chinois à la limite des zones économiques exclusives qui sont là et qui pillent les ressources mondiales. Donc oui, Alors, je vous laisse la parole juste. Pensez bien, réponse courte pour qu'on puisse avoir... Pour la Chine, donc j'en ai parlé tout à l'heure, mais d'abord, il y a une présence partout. Et cette présence, elle est d'abord aussi une présence stratégique et politique. Et les Chinois le considèrent comme tel. On a parlé des territoires ultramarins. Alors, l'image d'Épinal que vous connaissez peut-être certains d'entre vous, c'est à l'île de la Passion, l'île de Clipperton, avec la zone économique exclusive qui est entourée de navires chinois, mais aussi coréens pour une partie, certains mexicains, qui pêchent juste à la limite et flirtent avec notre zone économique exclusive en permanence. Mais au fond, c'est un outil, et c'est un outil de présence, c'est un outil de pouvoir, ils le considèrent comme tel. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça, ils le projettent aussi dans toutes les organisations régionales dans lesquelles ils sont présents. Et ça vaut pour la pêche, mais moi je le vis aussi à l'Organisation maritime internationale sur la navigation. Toutes nos propositions, et actuellement on travaille beaucoup sur la transition énergétique et écologique, sont battues en brèche par les Chinois, qui, soit pour des raisons industrielles, proposent des technologies qui sont des technologies alternatives, qui va leur donner un avantage comparatif dans quelques années. Donc ça, ils ont vraiment intégré la dynamique aussi de souveraineté industrielle dans ce qu'ils défendent, dans les causes, soit au contraire veulent saper toute réglementation qui les lierait et qui lierait aussi les pays avec lesquels ils sont alliés. Donc on a une stratégie qui est globale, qui est certes sur le militaire et sur la pêche, mais aussi une stratégie d'influence dans toutes les organisations internationales, qui peut parfois, et très souvent d'ailleurs, conduire à des blocages totaux de nos mécanismes institutionnels classiques. Merci beaucoup. On doit malheureusement rendre l'antenne. Je laisse au président. Tiens, micro. Oui, simplement, je voulais remercier tous les intervenants de ce matin, même si, oui, on peut les applaudir. Même si ils ont eu un temps très court pour s'exprimer, et on aurait aimé vous écouter plus longtemps, monsieur le directeur, et les autres également, mais c'est le propre du Congrès d'offrir des temps comme ça sérieux en salle, et puis de prolonger les échanges au cours de cette semaine. On a quelques temps libres, on a des déjeuners, on a des moments pour le faire, et en tout cas merci aux intervenants, merci beaucoup Amiral, merci à tous pour ces éclairages. On avait souhaité dézoomer avec une séquence un peu géopolitique et géostratégique, et je pense que c'est heureux parce qu'en fait il n'y a pas de développement durable possible sur les littoraux s'il n'y a pas une maîtrise des océans et s'il n'y a pas une vision globale. Vous nous l'avez apporté et je vous remercie pour cette séquence. Je vous remercie vous pour votre patience parce que la matinée a été longue et malheureusement on n'a pas pu
compte tenu des retards successifs, offrir autant qu'on l'aurait voulu un temps d'échange avec la salle. Je vous promets, j'en prends l'engagement et j'y veillerai personnellement, que dans les prochaines séquences, jeudi matin et vendredi matin, ce ne sera pas comme ça et qu'on protégera un petit temps d'échange sur chacune des séquences. Merci à toutes et à tous. Le ministre revient avec nous pour déjeuner dans quelques minutes, donc on va pouvoir tranquillement nous diriger vers le restaurant et poursuivre nos échanges. Merci Monsieur le Directeur Général, merci Thierry, merci Gilles, merci aux chers collègues. Belle journée à tous.